Effectivement, bonjour à tous, bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Le nombre de contaminations ne cesse, on reparle du Covid bien sûr, de progresser par centaines de milliers, le nombre d'admissions à l'hôpital également. Quelle serait, pardon, j'ai une petite extinction de voix ce matin, quelle serait la stratégie d'un gouvernement que vous dirigeriez aujourd'hui avec Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi êtes-vous opposé au pass vaccinal qui permet, malgré tout, de faire baisser le nombre d'entrées à l'hôpital? Nous ne sommes pas défavorables à la vaccination. Moi, je suis vacciné. Je parle du pass vaccinal. Non, mais d'abord, commençons par là, parce que des fois, il y a une simplification dans le débat. La vaccination, c'est important. Maintenant, il faut aussi avoir une politique qui n'est pas uniquement, qui a pour seule stratégie la vaccination, en oubliant toute une série d'autres choses. Par exemple, on va parler sans doute de l'école après, ça se manifeste là, mais des modes d'organisation dans des équipements publics, qui passent aussi par des capteurs de CO2, des purificateurs d'air, etc. Non, mais c'est important parce qu'on a l'impression que le gouvernement est totalement inactif sur ce terrain-là et a un discours uniquement sur la vaccination. Mais même au niveau de la vaccination, et je l'ai répété plusieurs fois, ministre Véran, quand vous regardez les statistiques, si je puis dire, dans les déciles de qui est vacciné et qui est moins vacciné, on regarde par exemple, et moi ça m'a frappé, les plus de 80 ans aujourd'hui sont quasiment à un niveau, il y a 12% des plus de 80 ans qui ne sont toujours pas vaccinés. Et c'est vers eux qu'il faut avoir, par exemple, une politique particulière, alors qu'on a un gouvernement qui parfois, est tous azimuts et ne se pose pas la question. Pour quelle raison des gens ne le sont pas vaccinés? Et quand on regarde, pardon d'être long, mais les études, ce sont des gens plutôt pauvres. Mais vous parlez des études. Oui, mais c'est important parce que... Par exemple, Monsieur Corbière, excusez-moi, lorsque vous constatez que 200 000 primo-vaccinés, nouveaux primo-vaccinés, sont rentrés dans des centres de vaccination cette semaine, est-ce que vous ne reconnaissez pas un caractère incitatif, malgré tout, des mesures décidées par le gouvernement? Je répète que ce que j'observe, c'est que pour l'instant, ceux qui ne sont pas vaccinés sont des gens, en vérité, qui sont plutôt des gens âgés, des gens pauvres, et que c'est vers eux qu'il faut aller. Et que c'est pas en disant vous ne pouvez plus aller au restaurant, vous ne pouvez plus aller au café. Des fois, ces gens ne fréquentent ni les cafés ni les restaurants d'ailleurs, ou en pratiquant une espèce encore plus d'enfermement social, que vous allez régler le problème de pour quelle raison. Donc, des gens pauvres et vieux. Vous pensez que le pass vaccinal ne marche pas? Du moins, ça n'a pas pour effet véritablement de régler le problème. Et à l'inverse, et là, on est un peu, y compris la stratégie du gouvernement, et en particulier la communication du président de la République, qui vise à dire que si un problème à l'hôpital, ça n'est pas parce qu'ils ont supprimé 17 000 lits depuis 2017, ça n'est pas parce qu'ils en ont supprimé 5 700 l'année dernière, mais c'est parce qu'il y a des méchants dans ce pays qui ne vont pas se vacciner, des pelés, des galeux qu'on ne cesse de montrer du doigt. Alors que je répète, Monsieur le Président de la République, trouvez-vous normal que dans le 16e arrondissement, il y ait le double de vaccination qu'à Saint-Denis, par exemple. Donc ça ne peut, parce que Saint-Denis étant, pour ceux qui ne connaissent pas, une ville beaucoup plus pauvre. Donc si vous voulez des politiques publiques qui ne passent pas uniquement par la contrainte... Dans la majorité de la population, lorsque pratiquement 90% de la population française est aujourd'hui vaccinée, très bien. Ce n'est pas que le 16e arrondissement. Non, j'entends bien. C'est très bien. Ça montre que les gens adhèrent à la politique de vaccination. Donc pour quelle raison il faut mettre en place quelque chose qui est encore plus contraignant? Attendez, moi je me félicite. Ce que vous dites est l'expression même que les Français se sont vaccinés. Quel est le problème? On est à plus de 90%. Maintenant, dans ceux qui résistent, si je peux me permettre l'expression, et que l'on montre du doigt de manière tapageuse et même agressive, je parle pas de vous, je parle de ce que nous dit notamment le ministre Véran, le président de la République. Il faut s'interroger de pourquoi des gens, actuellement, ne se vaccinent pas. Il y a des gens, ils sont irrémédiablement anti-vax. C'est une chose. Mais des études nous montrent très clairement que la majorité de ceux, il y a 40% des gens qui sont pas vaccinés, ils le sont parce qu'ils sont notamment totalement éloignés de toute politique publique. Vous parlez de la communication d'Olivier Véran et du président de la République. Chacun a en tête les mots qu'a prononcé, qu'on ne va pas répéter ce matin forcément, le président cette semaine. Apparemment, l'opinion ne lui en tient pas forcément rigueur. Si l'on en croit par exemple les sondages en vue de l'élection présidentielle, ses intentions de vote restent stables. Est-ce que le camp d'Emmanuel Macron a tort de dire qu'il a dit finalement ce que beaucoup de gens pensent? Cher Jeff Juttemer, on peut dresser une opinion contre des gens. On peut les convaincre que les responsables, c'est telle ou telle population. Vous savez, il y a des gens à l'extrême droite qui veulent convaincre que c'est la faute aux immigrés et en particulier aux gens de confession musulmane. On peut fabriquer la même chose, on fabrique des boucs émissaires. Oui, je pense. Vous savez, peut-être qu'il y a une majorité de gens qui se disent le problème aujourd'hui de l'hôpital public, c'est pas que on mène des politiques d'austérité, c'est pas qu'on a fermé des lits, c'est la faute aux non-vaccinés. Bon, très bien, même si en plus on observe qu'il y a des chiffres. Ils n'ont pas de responsabilité, selon vous, Monsieur Corbière, les non-vaccinés, lorsqu'effectivement on déprogramme dans les hôpitaux un certain nombre d'opérations parce que des non-vaccinés. J'invite à la vaccination. Ce que je veux dire, attention à ce que. C'est la question que je vous pose. Non, mais attention à ce qu'on n'ait pas une logique. Ont une responsabilité. Attention à ce que nous n'ayons pas une logique au bout d'un moment qui vise à dire finalement s'il y a des malades, c'est un peu leur faute. Ceux qui fument aussi.
Vous savez, ils amènent à ce qu'il faut les soigner. C'est pas bien de fumer. Ceux qui boivent trop aussi. Bon, etc. On peut, à bout d'un moment, avoir une logique qui consiste à dire, mon pote, tu sais quoi, si t'es malade, c'est un peu ta faute. Puis d'ailleurs, si t'es au chômage, c'est un peu ta faute. Ce que fait le président de la République, d'ailleurs, il baisse l'assurance chômage. Et puis, si t'es pauvre, c'est aussi un peu ta faute. Moi, je suis pas d'accord avec ça. L'hôpital public doit répondre à ça. Mais vous avez bien entendu, j'insiste sur ce que j'ai dit. Si on s'interroge de pourquoi il y a 4,6 millions de gens dans ce pays qui sont toujours pas vaccinés, regardons que l'INSERM nous dit que 40% des gens non vaccinés sont des gens qui le font notamment pour des problèmes de distance. Vous savez, il y a des gens, ils n'ont pas accès aux politiques de santé, ils n'ont pas de médecin près de chez eux en milieu rural, des gens âgés. Pour quelles raisons ce sont dans la catégorie des plus de 80 ans qui sont les plus exposés à la maladie, les plus en danger de mort, que vous avez encore 12% des gens non vaccinés. Alors que paradoxalement, des gens beaucoup plus jeunes le sont plus alors qu'ils sont moins en danger. Alors interrogeons-nous, on l'a dit à M. Véran, quelle est la politique de l'aller vers? Si vous voulez dire je vous emmerde, quelqu'un qui est vieux, qui est pauvre, il n'ira pas plus se vacciner. Donc, vous voyez, on pétarade, on gesticule et on fait de la communication politique. L'une des conséquences de l'épidémie, elle se ressent, on en parlait dans les journaux ce matin, à l'école. Les enseignants, les syndicats d'enseignants décident tous massivement de produire une grève jeudi prochain, de se mettre en grève, parce qu'aujourd'hui c'est la pagaille, parce que les protocoles changent. Qu'est-ce que vous feriez, vous, encore une fois, si vous étiez en responsabilité, pour éviter que le virus se propage à l'école? Est-ce qu'on n'est pas obligé d'adapter les règles? Équipement que nous proposons maintenant, ça donne quasiment un gag quand on lit, on se moque de nous. Oui. Purificateur d'air, CO2. J'ai vu que le maire de Marseille l'a mis en place. Distribution gratuite de masques, ce qui n'a même pas lieu. Ce serait déjà pas mal. Ouais. Éventuellement, création, depuis 2 ans, on aurait pu s'y mettre. Embauche de toute une série d'étudiants pour faire un soutien scolaire. Pourquoi pas, il y a des dédoublements de cours. S'interroger là-dessus. Depuis 2 ans, qu'est-ce qu'a fait M. Blanquer? Rien, ou tenir des propos contradictoires. Je soutiens totalement, avec mes amis, la grève du 13 janvier. Elle est l'expression, justement, du fait qu'il y a un ras-le-bol dans cette profession et une inquiétude aussi du point de vue de la santé. 1/3 des enseignants sont considérés comme étant, selon une étude, particulièrement en danger à pouvoir attraper rapidement le Covid. Et le gouvernement n'a rien fait, si ce n'est on a vu des propos contradictoires. Mais il y a des protocoles, ils protestent contre ces protocoles. Il faut les maintenir, ces protocoles, il faut les changer, vous avez vu il faut les adapter. La complexité des protocoles par ailleurs, ils sont extrêmement... Cette complexité, elle est liée au Covid, vous le savez bien, qui évolue lui aussi. Et pour quelle raison on ne fait pas ce que nous proposons, par exemple? Pour quelle raison M. Blanquer n'a pas estimé qu'il était temps d'équiper l'ensemble des établissements scolaires, notamment, je l'ai dit, purificateurs d'air, ça fait quand même baisser de manière significative la possibilité de circulation du virus. Capteur de CO2 qui permet de voir, c'est très simple, c'est une toute petite machine qui vaut quelques dizaines d'euros, qui permet de voir au moment le taux de CO2. Ça permettrait au moins de pouvoir avoir des éléments qui ne sont pas tels que c'est aujourd'hui. Et par ailleurs, après, la grève du 13 janvier que je soutiens une fois de plus, elle est due au fait que vous avez eu dernièrement une absence de moyens, une rémunération insupportable de la part des enseignants, une dégradation du service public. Moi, je profite de l'occasion quand on parle d'école, je suis allé du Seine-Saint-Denis, des taux de remplacement des enseignants extrêmement faibles dans certains départements, qui est choquant. Notre service public d'éducation nationale est très en danger. Cette question de l'éducation, de l'école, évidemment, elle va être au cœur de l'élection présidentielle. On est à 3 mois maintenant du premier tour et on voit des rapports de force qui restent stables dans une gauche qui est pour l'instant faible. Votre candidat Jean-Luc Mélenchon est en tête de cette gauche dans les intentions de vote, autour de 10%, mais il n'y a pas la dynamique que vous attendiez, que vous attendez, puisque il y a 5 ans, M. Mélenchon avait fait le double des voix que lui promettent aujourd'hui les études. Au mois d'avril. Oui. Et au même moment, il était autour de 12% environ. Et aujourd'hui, entre 9% selon le sondage de France Télévisions et du Parisien. Bon, donc la dynamique, vous savez, quand on connaît l'élection présidentielle, et vous la connaissez, ça se passe surtout à la fin. On rentre là dans le dernier trimestre, on est à 95 jours d'élection. Donc c'est maintenant, il faut être en mouvement, en action, arrêter de bavarder, agir. Ce que nous faisons, multiplier les initiatives sur le terrain, les meetings, etc. Donc le temps n'est plus à s'auto-regarder, si je puis dire, comme le propose... La primaire de la gauche, que réclamait encore une dernière fois, si j'ose dire, Anne Hidalgo, ici à votre place, il y a quelques jours, elle ne se fera pas. Déjà, j'observe qu'elle ne la réclame plus, si j'ai bien compris, selon qui y va ou pas. Donc elle-même, elle a quand même assez embrouillé la chose. Moi, je lance un appel très simple. Si le résultat de toutes ces discussions à l'arrivée, c'est une candidature supplémentaire, celle de notamment à Mme Taubira, Taubira, franchement, qu'ils arrêtent, quoi. Qu'ils arrêtent. Si après nous avoir dit qu'il fallait qu'il y ait moins de candidatures, le seul bilan qui va être le leur, c'est une candidature supplémentaire qui a un score extrêmement résiduel, et en passant son temps par ailleurs à nous jeter des pierres, si je puis dire. Moi, je vois que des tribunes avec beaucoup de condescendance, des gens disent qu'ils sont affligés par le spectacle de nous tous. Venez nous aider. Venez nous aider, les amis. C'est quoi vous aider? Rejoindre Jean-Luc Mélenchon, il y a le Parlement tous les candidats se retirent. Arnaud Montebourg, par exemple, vous lui demandez de se retirer. Je ne sais plus, d'ailleurs, si M. Montebourg, alors nous parlons, fait encore campagne, j'observe qu'il ne fait rien sur ses réseaux, rien. Donc pour quelle raison geler des forces militantes dans des choses qui n'existent plus? Quel est le problème? Nous avons un programme on a mis en place un Parlement de l'Union populaire où toute une série de gens qui ne sont pas à la France insoumise, qui jusque-là ne nous soutenaient pas, nous ont rejoints, notamment des grandes personnalités du monde syndical, associatif, des responsables d'attaque, des artistes. Venez nous aider, les amis. Est-ce que
vous aurez vos 500 signatures? Nous y travaillons, c'est pas simple. À l'heure actuelle, on les a pas encore. J'invite chacun à bien comprendre le problème. Et s'il y a des maires et des élus qui nous regardent, au moins sur le terrain de la démocratie, même si vous ne partagez pas totalement ce que nous disons, permettez à Jean-Luc Mélenchon, qui a rassemblé 7 millions de voix la dernière fois, près de 20%, à se Ça veut présenter. dire que ce n'est pas encore acquis. Non, c'est Alors, pas acquis, ça n'est pas une facilité. Beaucoup de nos équipes sont sur le terrain, elles y passent beaucoup de temps. J'insiste, hein, mais une petite chose qui me rassure dans une région du Sud que je connais, dernièrement, un petit maire d'une petite commune qui s'interrogeait m'a dit c'est OK maintenant. Donc j'espère que ça montre qu'il y a un état d'esprit qui change. Merci Alexis Corbière, Merci à vous. porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, député de Seine-Saint-Denis. Bonne journée. Merci.